Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour et bienvenue à Décideur Politique, l'émission du JDD.fr et de Décideur TV. Nous recevons aujourd'hui Hervé Morin, bonjour. Bonjour Bruno Joly. Ancien ministre, député de l'Eure, cofondateur de l'UDI et toujours président du nouveau centre. Caroline Vigoureux a fouillé le net et nous dira tout à l'heure ce qu'on dit de vous sur Twitter, sur Facebook et sur la toile plus généralement. Alors avant de revenir sur l'actualité très dense du centre, on va d'abord commencer par le gouvernement et François Hollande qui aura donc mis 6 jours pour mettre un terme aux violents désaccords entre Cécile Duflot et Manuel Valls. Dans quelques jours, sans doute qu'on n'en parlera plus. J'allais vous demander, au fond, est-ce que c'est si grave ? Le seul sujet, c'est que quand vous êtes au gouvernement, les gens vous demandent de bosser. C'est pas là pour attendre le commentaire sur le commentaire du commentaire et l'analyse et l'exégèse de tel membre du gouvernement sur tel autre discours de tel autre. C'est ça le vrai sujet, c'est que ça donne un sentiment qu'au lieu de se préoccuper de l'essentiel, on se préoccupe d'abord et avant tout de son rayonnement, de son positionnement politique, etc. Et puis, vous parlez là de Manuel Valls, de Cécile oui, Duflot, je de dis Jean-Marc Ayrault. ce sentiment des 30 débats. Et puis, on connaissait la malheureuse Delphine Batho, elle a le malheur de ne pas peser beaucoup, elle est dégagée. Plus grave, de bien d'autres, Montebourg le premier par exemple, et rien ne se passe. Franchement, moi, la seule chose que j'ai rien de commun avec Mélenchon, mais le jour où il a dit François Hollande, c'est un capitaine de pédalo, je crois que jamais il n'a exprimé une idée aussi juste. Et l'opposition dénonce des affrontements jamais vus sous la Ve République. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une part d'hypocrisie puisqu'on voyait le même genre de confrontation entre ministres sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy aussi? Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a ni collégialité ni solidarité dans une équipe gouvernementale. Vos pires ennemis sont autour de la table. Quelle qu'elle soit, de droite ou de gauche, c'est ce que sûr. vous dites. En politique, vous avez beaucoup plus à vous méfier de vos amis qu'à vous méfier de vos ennemis. Hein. Voilà, mais il faut qu'il y ait un patron qui très rapidement est en mesure de pouvoir siffler et de dire ça suffit, la partie Hollande finie. n'est pas patron ? Non, il n'est pas patron, il est premier secrétaire du PS, jouant les influences. Il me fait penser à un mauvais arbitre de football. Je ne sais pas si vous aimez le football. Si. Vous savez, l'arbitre qui siffle un penalty injustifié, et qui, par compensation, va siffler un penalty pour l'autre équipe, celle qui a subi sa mauvaise décision, quelques temps après. Et donc, finalement, on a deux mauvaises décisions. Ben, toute la politique de Hollande, elle est comme ça. Et son comportement en tant que patron de la majorité ou patron du gouvernement, c'est la même chose. Mauvais arbitre de football, donc. La contestation grandit aussi sur un autre sujet. Alors, on a vu les Roms, on a vu le travail du dimanche. Il y a la mise en place des rythmes scolaires où là, on sent monter une grogne chez les enseignants, chez certains parents d'élèves. Alors, à vérifier tout ça, ça fait peu de temps. Est-ce que c'est normal pour vous Au fond, est-ce que c'est pas normal qu'une réforme d'ampleur mette du temps à s'installer? Sauf qu'elle est anecdotique, la réforme. Là, le vrai sujet sur lequel... C'est ça qui est extraordinaire dans cette réforme. Tout le monde a le même constat, droite et gauche. Tout le monde fait des propositions pour l'allègement des rythmes scolaires et pour l'allongement de la durée de scolarité, puisqu'il faut l'un et l'autre. Et on dit tous, durant la campagne présidentielle, il faut réduire les programmes, il faut allonger l'année scolaire, il faut limiter la journée scolaire. Bon. Et finalement, on arrive à une réforme qui mécontente à peu près tout le monde, qui va coûter extrêmement cher, On parle de 2 milliards. Je ne sais pas combien ça a coûté, mais moi, j'ai fait les comptes. Je suis maire d'une commune, je suis président d'une intercommunalité. C'est une réforme impossible à mettre en œuvre. Je vous donne simplement ce que ça peut représenter pour un élu rural. Comment trouver les compétences, la matière grise, pour assurer 30 minutes ou 40 minutes de périscolaire 2 fois par semaine? Où vais-je trouver des profs de musique, des profs de sport qui vont venir 40 minutes dans mon école? Deuxièmement, je n'ai pas les équipements. Troisièmement, c'est un coût de plusieurs dizaines de milliers d'euros sur un petit canton de 5500 habitants. Et enfin, si je cumule les rythmes scolaires et la problématique du transport scolaire, c'est une équation impossible. Et donc, c'est typiquement la réforme qui a été mal pensée. Pourquoi elle a été mal pensée? Parce qu'elle a été pensée du haut.
Elle a été pensée par une pseudo-concertation nationale entre les syndicats et le ministre de l'Éducation nationale, alors qu'au contraire, il aurait fallu fixer un cadre et donner l'autonomie aux établissements pour construire, avec les parents d'élèves et les municipalités, une vraie réforme des rythmes scolaires. C'est comme ça que doit être conduite les réformes aujourd'hui. C'est fini le schéma vertical où tout procède du haut. Il faut au contraire donner de l'oxygène, d'où notre projet politique qui consiste à donner l'autonomie aux établissements scolaires et donner de l'oxygène pour qu'ils puissent construire leur projet éducatif. Il y a eu une passe d'armes assez virulente mardi à l'Assemblée nationale entre l'UMP et le ministre de l'Éducation Vincent Peillon. Et Nathalie Kosciusko-Morizet a demandé au ministre de cesser ses expériences sur nos enfants. Est-ce que la droite ne va pas trop loin en instrumentalisant le débat? Vous voulez que je vous donne une expérience concrète et pratique d'une mère de famille que je rencontrais ce matin, dont les 2 enfants sont scolarisés dans le 17e arrondissement. Ils ont 2 activités de 40 minutes qui sont des activités insignifiantes. Des jeux, voilà, des jeux du dessin. Et du dessin. Honnêtement, très franchement, est-ce que vous pensez que c'est sérieux, quoi? Venons-en à l'UDI et au rapprochement en cours avec le MoDem de François Bayrou. Bon, le remariage semble presque acquis à entendre les uns les autres. Mais je voudrais savoir où est-ce qu'on en est dans la rédaction de la charte. Alors je rentre dans le détail, qui scellerait cette alliance. Sera-t-il mentionné noir sur blanc que le centre aura un candidat à la présidentielle en 2017? Bien entendu. Vous êtes formel. Bah, ça n'aurait pas de sens. Et qui serait en même temps, la dernière fois, il n'y a pas eu de candidat s'agissant du centre droit. Du centre droit, nous sommes d'accord. J'ai payé pour le savoir. Mais qu'est-ce qu'on doit avoir dans cette charte? Une clarification politique absolue. Nous construirons une majorité avec la droite républicaine. Donc, ce qu'on appelle la coalition obligatoire. Parce que l'indépendance, ça n'est pas l'isolement. François Bayrou parle encore de coalition à géométrie variable. Non. On peut avoir dans une coalition, essayer de rassembler le plus largement et aller en effet vers les écologies, etc. Mais grosso modo, le principe, le cadre, c'est compte tenu de notre projet. C'est dans la charte. Compte tenu de notre projet politique, c'est pas par hasard, c'est compte tenu de notre projet politique, une alliance avec la droite républicaine. La deuxième chose, c'est que bien entendu, ça n'est pas une alliance de circonstances. Donc c'est une alliance pour le long terme. Alliance qui doit être une alliance souple, où on doit délibérer, discuter, être en situation de conduire les grands arbitrages de cette famille centriste rassemblée, et enfin porter un projet politique pour la grande échéance, cette échéance folle qui est l'élection présidentielle. Alors justement, pour la fameuse grande échéance folle, qui serait le meilleur candidat du centre, Bayrou, Borloo ou pourquoi pas vous-même? Eh bien, les choses doivent être simples. Nous arrêterons simplement l'idée qu'il y aura un mode de sélection. Une primaire, par exemple? Oui, appelons la primaire puisque c'est devenu le mot, mais nous aurons un mode de sélection propre aux centristes, pas dans une avec l'UMP, primaire avec l'UMP qui d'office nous amènerait à, compte tenu de la différence de nombre de militants, qui grosso modo serait une primaire perdue d'avance, et donc qui serait un premier geste de renoncement. Donc d'être dans une primaire du centre permettant de dégager un candidat à l'élection présidentielle. Et qui est selon vous le meilleur candidat? Vous savez, 2013, c'est à 3 ans, disons, de la primaire. Si on vous avait posé la question en 2008, personne n'aurait cité François Hollande. Une question plus personnelle, Hervé Morin. On a l'impression quand même que finalement dans ce rapprochement-là, un peu surprise entre le centre droit et puis François Bayrou, on a l'impression que c'est plus facile pour vous, au fond, de parler avec Bayrou, de reparler avec Bayrou, que ça l'est avec Jean-Louis Borloo. On a l'impression que c'était plus complexe avec Borloo. Avec François Bayrou, on avait une histoire qui était une histoire d'affection, c'était pas simplement une histoire politique. Moi, je l'ai dit à un de vos confrères, le jour, nous avons commencé à nous reparler régulièrement à partir du mois d'août, on s'est vu début septembre, et lorsqu'on s'est vu la première fois à une table de café, c'est comme si on s'était quitté la veille. On se comprend tout de suite. D'accord. Et avec Borloo, c'est un peu plus compliqué quand même. Je ne dis pas que c'est plus compliqué, mais nous, on a eu 10 ans de compagnonnage absolu avec François Bayrou. Donc, on se connaît par
D'accord. Un mot, est-ce que vous avez revu Nicolas Sarkozy? Vous avez été son ministre de la Défense? Oui. Oui. Non, vous ne l'avez jamais revu depuis qu'il a... Non, il m'a appelé à 2 reprises. J'ai été heureux de l'avoir au téléphone. Vous souhaitez qu'il revienne? Je pense que c'est pas une équation aussi simple que cela. L'idée qu'il y aurait un homme providentiel, à mon avis, ce sont des idées qui sont des idées d'hier. C'est terminé cette construction de la société politique sur l'idée qu'il y aurait un chef capable de pouvoir emmener le pays vers des jours glorieux et radieux. Et donc, ce que je crois d'abord et avant tout, c'est qu'il a pour lui-même un vrai travail de reconquête aussi de l'opinion. D'accord. Caroline, donc, a fouillé le net et va nous dire ce qu'on dit de vous sur Twitter, sur Facebook. Alors, sur Twitter, à chaque fois que vous tweetez donc, sur François Bayrou, il y a des commentaires très critiques à son égard. Il est notamment qualifié de girouette, d'opportuniste. Un internaute assure même que s'il rejoint l'UDI, il rend sa carte d'adhérent. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je lui réponds que s'il est vraiment centriste, il a envie d'avoir une famille assez dense, crédible, capable d'incarner une alternative à l'UMP et au PS, et que cette alternative à l'UMP et au PS, ça passe par la recomposition de la totalité de la famille, et que honnêtement, François Bayrou a essayé un chemin qui était difficile. Il a essayé d'arracher le Parti socialiste à ses vieilles lunes, à l'extrême gauche, et de construire une nouvelle majorité, j'allais dire social-démocrate. Il s'est pris la porte dans la gueule. Ce n'est pas autre chose. Certains disent que c'est plutôt qu'il retourne sa veste en fonction des circonstances. Non, je dis qu'il n'a pas été payé vraiment de sa tentative de transformer la vie politique française. Alors sur votre page Facebook, cette fois, un internaute vous reproche d'avoir oublié ce que vous disiez en janvier 2012 sur François Bayrou, lorsque vous le qualifiez d'escroquerie intellectuelle totale. Vous avez changé d'avis depuis? J'ai dit que c'était une escroquerie intellectuelle totale, j'imagine, lorsqu'on évoque l'idée que l'indépendance, c'est l'absence d'accord avec les autres. Quand on est indépendant, on est au contraire en capacité de passer un accord avec les autres. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je pense que l'idée d'une troisième voie sous la Ve République, d'une troisième voie indépendante, seule contre les autres, ça ne marche pas. Et que vous devez accepter l'idée de vous confronter, bien entendu, à la totalité du champ politique, mais dans un accord de second tour. D'accord. J'imagine que ça devait être ça. Alors, le 17 septembre dernier, vous avez écrit sur Twitter « Fillon fait fausse route » après ses propos qui ont tant fait polémique sur le FN. Vous, quelle consigne de vote vous donnerez au second tour des élections municipales? Eh bien, je dirais simplement à mes électeurs une seule chose que François Fillon aurait dû faire, c'est regarder le programme de Marine Le Pen. C'est plus collectiviste que le programme du Parti socialiste. C'est, par exemple, l'augmentation des salaires minimums de 300 € immédiatement. C'est l'augmentation des petites retraites de plusieurs centaines d'euros. En matière de sécurité, aucune réponse réelle, sinon l'augmentation du nombre de postes de gendarmes et de policiers. Est-ce que François Fillon se retrouve dans un projet qui, certes, est formidable, mais qui ne correspond absolument pas à la situation économique, financière et budgétaire du pays? Si les gens sont attirés par le front, c'est d'abord et avant tout que nous n'avons pas été au rendez-vous des engagements que nous avons pris. Vous parlez des rendez-vous de 2007, entre 2007 et 2012 ? C'est pour ça que l'exercice et l'inventaire est une obligation. C'est parce que quand on a dit aux Français qu'on avait réglé les 35 heures, on n'a absolument pas réglé les 35 heures. Et quand Nicolas Sarkozy dit... quand on dit qu'on avait réglé la question du travail le dimanche, on voit bien qu'on ne l'avait pas réglé. D'accord. Et quand Nicolas Sarkozy dit celui qui voudra se faire élire en voulant revenir sur les 35 heures et imposer les 65 ans, c'est impossible de gagner? Moi, je dis que c'est plus anxiogène de refuser de dire la vérité. Et donc, pour le second tour, la réponse Front républicain ou pas? Mais il n'y a pas Front républicain. En plus de ça, c'est une équation qui n'existe pas. Je ne connais pas encore un sondage. Non, mais dans l'hypothèse... Il n'y a pas d'hypothèse. Ouvrir cette hypothèse est une hypothèse idiote. Il n'y a pas un sondage en France où la droite n'est pas qualifiée au second tour. La droite républicaine, considérons que nous n'avons rien à faire avec le Front National et que nous serons au second tour partout, parce que nous serons au second tour partout. Alors, si on veut faire appel aux électeurs dans la perspective des primaires de l'UMP, etc., c'est le droit de François Fillon. Mais un, ça ne correspond à aucune hypothèse. Deux, nous n'avons rien de commun avec le Front National, au-delà des problématiques de valeur. Nous n'avons rien de commun sur le programme. Donc, c'est purement et simplement idiot. D'accord, merci Hervé Morin et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Décideurs politiques.